pour ce rendez-vous. Alors écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous devenu quasiment institutionnel. Je salue la présence, je ne sais pas s'il est arrivé, d'Olivier Lebert. Je ne le vois pas pour l'instant, mais il devrait se connecter normalement. Saluer la présence de la DRAF. Donc, ce webinaire, vous le savez, a pour but de vous présenter les actualités, de vous présenter nos différentes actions. Donc, ce que je vous propose, c'est de dérouler l'ordre du jour et vous pourrez à tout moment nous interroger pour des renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter. Donc, au niveau de la région, c'est donc Frédéric et voilà que j'ai oublié ton prénom. Anne-Claire. Anne-Claire. Anne-Claire Branelec, voilà, qui vont donc animer. Et puis, voilà, n'hésitez pas, on fera des pauses questions si il y a besoin. Voilà, et ben écoutez, Anne-Claire et Frédéric, je vous donne la parole. Merci beaucoup Eric. Bonjour à tous. Donc moi je suis Frédéric Poulain, directeur de l'agriculture, de la pêche et de l'agroalimentaire au Conseil régional. Ce qui est prévu dans ce webinaire pour ce matin, donc c'est un point d'actualité sur les mesures FEADER pilotées par la région. Le deuxième point, ce sera la présentation du deuxième appel à projet Action collective émergente. La première année, c'était en 2025. C'est le deuxième appel à projet qui sera lancé très prochainement, donc on vous le présentera. On fera un point aussi sur les actualités des politiques agricoles régionales et si vous avez différentes questions, on essaiera d'y répondre. Donc sur le premier sujet, ce que je vous propose ici, que chaque personne éteigne bien son micro pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite et par contre, utilisez la main si vous avez des questions. Pour les questions, on va plutôt présenter toutes les mesures FEADER et après on prendra les questions, je pense, ça sera plus fluide comme ça. Sur le premier point, donc sur la dotation jeunes agriculteurs, où est-ce que nous en sommes? Donc au niveau du nombre de dotations jeunes agriculteurs engagées, donc depuis le 1er janvier de cette année, nous sommes à 75 dossiers engagés avec un total depuis le début de cette programmation, donc le plan stratégique national, à plus de 1000 dossiers depuis le début de cette programmation au 1er janvier 2024. Au niveau des paiements des soldes des DGA, nous en avions parlé lors des derniers séminaires, donc sur les soldes des DGA engagés sur la période 14-22, les premiers paiements sont prévus plutôt au courant de l'été, pour votre information. Sur les sujets suivants, sur l'appel à projet PCA végétal, je te passe la parole, Anne-Claire. Oui, merci Frédéric. Bonjour à tous. Appel à projet PCE végétal. On a 4 appels à projet qui ont été clôturés sur donc le PSN, le plan stratégique national. Plus de 900 dossiers déposés sur ces 4 appels à projet avec plus de 13 millions d'euros d'aide demandés. Le comité de sélection de l'appel à projet 2025 devrait se tenir fin avril 2026 et comme après chaque comité de sélection, donc les notifications qui seront envoyées aux agriculteurs, aux projets sélectionnés. Du point de vue des paiements, près de 95% des demandes reçues sont traitées ou sont en cours de traitement. Et concernant les appels à projets à venir, donc pour 2026, on est sur un appel à projet là, qui est en cours, ouvert, qui a été ouvert au 9 février et qui se clôturera le 9 avril, et un deuxième appel à projet qui classiquement s'ouvre au 15 juin et se clôture au 15 septembre. Donc les dates seront à confirmer, mais on reste sur un calendrier classique. Au niveau de l'évolution du règlement d'intervention, donc pour l'appel à projet qui est en cours, on a ajouté l'éligibilité des panneaux photovoltaïques en autoconsommation avec stockage virtuel. Donc voilà, s'il y a des questions, on peut revenir dessus si vous voulez préciser ce point-là. Et puis, on a également plafonné les dépenses éligibles pour les semoirs à semi-direct. Tout ça avait été discuté avec les interprofessions.
Concernant l'appel à projet PCAE élevage, donc on a 5 appels à projet qui ont été ouverts, un qui est encore en cours là sur le PSN, donc depuis 2023. On a plus de 3000 dossiers déposés pour plus de 92 millions d'euros d'aide demandées. Du point de vue des comités de sélection, donc le deuxième appel à projet 2024, le comité de sélection s'est tenu en décembre 2025 et les notifications ont été envoyées. Et concernant le comité de sélection du premier appel à projet 2025, la date prévisionnelle de ce comité de sélection est début juillet 2026, les demandes étant en cours d'instruction. Et donc l'appel à projet qui est en cours se clôture au 30 avril 2026. Et concernant les paiements pour l'élevage, on est à 85% des demandes qui sont reçues, qui ont été traitées ou qui sont en cours de traitement. Et concernant le calendrier à venir, donc le prochain appel à projet ouvrira comme celui de 2025 à cheval sur les années civiles, donc novembre 26 à avril 27. Alors Isabelle, peut-être tu veux... Oui, j'ai une petite question par rapport au paiement et les demandes reçues ou traitées. C'est-à-dire, est-ce que j'imagine c'est sûr depuis le début de la programmation, mais est-ce que Oui, par exemple on peut avoir une sorte de détail est-ce que par exemple on peut se dire, je sais pas moi, 100% des dossiers de la première année sont clos tu vois, quelle est alors la c'est répartition sur les difficile à années? dire parce qu'en fait, on les traite au fur et à mesure des arrivées des demandes de paiement. Et donc, on Mhm. peut avoir des agriculteurs qui vont déposer leur demande de paiement sur un projet qu'ils ont déposé sur le deuxième appel à projet, par exemple, et des dossiers dont les demandes de paiement du premier appel à projet ne sont pas parvenues. Donc, voilà, c'est Oui, difficile ça de... peut. Enfin, là, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas la réponse ici. Oui, ça dépend, tu veux dire, de comment ils ont fait leurs travaux, qu'il y a des travaux, du temps que ça leur Exactement. a pris aussi à eux de manière à déposer. Donc, c'est pas un critère très pertinent finalement. En Ok. tout cas, nous, on ne le suit pas particulièrement et effectivement, ça dépend voilà, du dépôt de demande de paiement. C'est pour avoir une sorte de délai moyen entre le moment où ils ont finalisé de déposer leur dossier et le moment où vous payez. Enfin, toi, est-ce que le délai se raccourcit? Est-ce que, voilà, dans le Euh, délai de traitement. ouais, alors là, j'ai pas la réponse. Peut-être on verra après. On va finir de dérouler tout le FEADER D'accord. et puis on verra si on peut répondre là à la réponse, à la question ou si on apportera la réponse ultérieurement. Peut-être Merci. simplement Anne-Claire, enfin en tout cas pour te répondre Isabelle, oui, les délais se raccourcissent clairement par rapport à ce qu'il y avait. Après, oui, pour entrer dans le détail, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Je pense qu'Olivier Lebert nous a rejoint, donc je ne sais pas si tu veux un petit peu prendre la parole, Olivier, au niveau de l'introduction. Ah non, je vous en prie, non, non, je vous salue tous. Excusez-moi d'avoir me connecté un petit peu en retard. Non, non, je vous laisse dérouler votre ordre du jour. Je vous en prie. Ça marche, Olivier. Ok, Merci bon, on Olivier. enchaîne. Merci, Anne-Claire. Concernant la transformation à la ferme, on a 67 demandes qui ont été déposées sur cette programmation, 27 qui sont à ce jour conventionnées, 20 qui sont instruites et qui vont passer dans l'instance de sélection, et puis 20 autres qui sont en cours d'instruction ou à instruire. Sachant que sur ce dispositif-là, les demandes de paiement pour l'instant ne pouvaient pas être déposées, et là, ça va l'être très prochainement. L'outil demande de paiement va ouvrir dans les jours à venir. Concernant l'apiculture, Frédéric, je te laisse la parole. Oui, sur les MAEC apicoles aussi gérés par la région. Donc, au niveau de l'année 2025, 90 demandes ont été déposées. Donc, les décisions individuelles, hein, que les notifications ont été envoyées, enfin, vont être envoyées à partir de mi-mars. L'appel à projet 2026 donc, sera ouvert du 1er avril au 12 juin. Au niveau des paiements, donc il n'y a pas de démarche à faire, hein, de la part des apiculteurs. Donc pour 2025, les paiements se feront à partir de début mai, pardon. Donc on parle de paiement effectif au niveau des apiculteurs. Et puis pour le millésime 2026 des MAEC apicoles, les paiements seront versés courant 2026 sur les mesures PRM, donc protection des races menacées. Donc nous avons plus de dossiers, donc c'est 242 demandes déposées sur le millésime 2025. Donc ces dossiers sont en cours d'instruction.
Les dates pour les millésimes 26, ça sera du 1er avril au 12 juin, comme pour les mesures, la mesure apicole. Au niveau des paiements, donc c'est les mêmes modalités que la MAEC apicole, avec le calendrier donc pour 2025, un paiement à partir de juillet, et pour le millésime 2026, donc des versements courant 26. Est-ce qu'il y a des questions sur ces mesures FEADER? N'hésitez pas à lever la petite main. Oui, Cécile Blanchard, je vous en prie. Alors, il y a un problème de micro, par contre. Un écho. Oui, un écho. Cécile? C'était peut-être lié à la question qui est dans le chat, je vois. Sur le PCA animal, il y aurait un blocage informatique sur le paiement des appels à projets 2024, du deuxième appel à projet 2024. Moi, j'ai pas d'infos là. Peut-être. C'est une info qui circule depuis. Moi, j'en ai entendu parler hier. Je ne sais pas si c'est les éleveurs qui ont reçu un message ou comment c'est arrivé. Mais c'est un message qui circule depuis hier où, effectivement, un problème informatique au conseil régional et les dossiers seraient bloqués. D'accord. François, Alors, est-ce fake que tu news as ou pas, des je ne sais pas informations? comment c'est sorti. Alors, on va essayer de Non, répondre à il n'y a Isabelle. pas de Oui. fake news. Non, on n'est pas aux François? États-Unis. Et je sais pas d'où ça sort, donc c'est pour ça que je suis Non, non, prudente. mais non, pour vous expliquer, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que au niveau des services instructeurs, on a un problème d'affichage des pièces que l'exploitant a transmis. Donc c'est pour ça que là, on est en lien avec nos services informatiques pour régler le problème. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne prend pas en charge les dossiers parce que si on a un problème d'affichage, de notre côté, on pourrait faire une demande de contribution auprès de l'exploitant pour lui demander des pièces qu'il a déjà transmises. Donc ça ne nous semble pas vraiment opportun de faire cette demande-là, quoi. Voilà, tout simplement. Mais bon, ça devrait normalement, on espère être réglé assez rapidement. Merci Et en beaucoup, termes François. en termes de délai, si je peux compléter, alors les questions qui ont été posées, quel délai on prend pour instruire une demande de paiement sur les PCA. Alors je vais parler des deux volets, végétal et élevage. Nous, entre le délai, la date de transmission de la demande de paiement par l'exploitant et nous l'envoi finalement à l'ASP pour mise en paiement de la subvention instruite, on est à 122 jours en moyenne. Donc 122 jours, donc ça fait 3 mois, sachant que on n'arrive pas à distinguer les dossiers qui sont complets tout de suite. Et donc il y a des fois des allers-retours entre l'exploitant et puis nous pour avoir soit des pièces complémentaires, soit avoir des précisions supplémentaires pour pouvoir procéder à la mise en paiement du dossier. Donc c'est ce qu'on avait indiqué, hein, nous on a indiqué en moyenne entre la date de transmission et puis l'envoi à l'ASP. Pour un dossier complet, c'est 3 mois pour pouvoir faire l'exercice. Et puis après, l'ASP, lui, a aussi ses propres délais pour la mise en paiement et le versement sur le compte de bénéficiaire. Et il faut compter dans environ 2 mois. Merci beaucoup, Merci, François. Mm. Monsieur Langlais du Crapal. Du Crapal, oui, merci beaucoup. Par rapport à la PRM, je vois que pour 2025, le paiement est envisagé à partir du mois de juillet. On nous avait annoncé au Salon de l'Agriculture un paiement à partir du mois d'avril. Alors en fait, à partir du mois d'avril, ça va être la mise à disposition de l'outil paiement pour les instructeurs qui gèrent ces dossiers-là. Donc il va falloir tester l'outil, instruire, et donc effectivement, là on parle du paiement effectif sur le compte bancaire des éleveurs à partir de juillet. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Patrick? Oui, bonjour. Je reviens sur la mesure transformation à la ferme pour dire que nous serions toujours preneurs qu'il y ait un copil qui puisse se réunir sur cette mesure qui ne s'est pas réuni depuis plusieurs années. Voilà, pour faire un point un peu de fonctionnement. Ok, merci Patrick, c'est noté. Alors effectivement, pour te répondre, Patrick, il y a un copil qui avait été prévu il y a quelques mois, mais
On avait dû décaler, enfin en tout cas annuler par rapport à une réunion présidente, mais en tout cas c'est toujours dans les tablettes, donc remarque bien intégrée. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Côté Crapal, la main est toujours levée, mais je ne sais pas s'il y a une nouvelle question. Non, c'est une erreur. D'accord, très bien. Merci. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on poursuive. Je pense que Stéphanie, tu es connectée. Stéphanie Gasquet, on va te laisser la parole pour que tu puisses présenter, s'il te plaît, l'appel à projet Action collective émergente. Bonjour à tous. Alors, cet appel à projet est relancé sur les mêmes thématiques que celui qui s'est ouvert en 2025. Donc, on soutient des actions, on veut donner un coup de pouce pour des actions émergentes à caractère novateur et anticipatif. On est sur les filières agriculture, agroalimentaire, pêche, aquaculture, forêt, bois. Donc, toutes nos thématiques de notre direction. Donc, les modalités d'accès n'ont pas changé, c'est-à-dire on est sur des projets à 24 mois maximum, qui respectent donc les orientations de la région qui sont remises dans l'appel à projet, donc essentiellement emploi, compétences, innovation, transition, avec des retombées positives, des retombées économiques positives en région. Alors, le dépôt de la demande continue d'être par mail, hein, donc à l'adresse d'APA. Et l'appel à projet sera ouvert du 16 mars au 30 avril. Là, on a un souhait aussi global des filières d'indiquer l'instance qui votera, notamment par rapport aux dépenses éligibles. Donc, ça sera à l'instance, les lauréats seront votés à l'instance du 20 novembre 2026. Donc, les modalités vont être mises en ligne, hein, par contre, sur le site de la région le 16 mars. Donc, vous aurez le 16 mars les modalités pour répondre donc à cet appel à projet, notamment les formulaires. Et puis, vous verrez des diapos résumés du projet. Alors, les critères de sélection des projets sont précisés dans l'appel à projet. Donc, c'est vraiment ciblé sur un caractère novateur et anticipatif. Donc, on insiste, hein, avec une valeur ajoutée régionale. Donc, un intérêt par rapport aux stratégies régionales qui sont redécrites dans l'appel à projet, hein, par rapport à notre accélérateur économique, la qualité de la coopération et de la méthodologie du projet, et de ce qui est attendu et de l'objectif vraiment final. Et les modalités d'aide, donc c'est une aide par subvention plafonnée à 40 000 € par projet, avec un taux d'aide maximum donc de 40%. Alors, on est dans ce qu'on n'a pas précisé là, mais on est dans une enveloppe fermée, donc qui reste de 200 000 €. Donc, on est bien dans une sélection de projets avec un comité de sélection dans lequel siègent les élus concernés par les thématiques. Voilà. Et donc, le règlement de l'appel à projet sera en ligne le 16 mars. Le lien que vous avez là, vous pouvez toujours aller voir, c'était l'ancien appel à projet, donc qui va être remplacé donc, le 16 mars. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de main qui se lève. Je propose qu'on passe à l'autre appel à projet et puis peut-être les questions vont arriver après. Frédéric, je te laisse la parole. Oui, merci Anka. Enfin, pour rappel, Action collective émergente, comme Stéphanie l'a bien souligné, donc c'était la première année de 2025 et donc cette deuxième année 2026. Donc n'hésitez pas à télécharger les documents pour connaître les modalités de cet appel à projet et de potentiellement déposer des dossiers. Je vais vous présenter donc l'appel à projet développement expérimental en agriculture. Donc c'est un appel à projet qui existe depuis de nombreuses années à la région, hein, depuis plus de 10 ans. Il mobilise à peu près, en tout cas la région mobilise 2 millions d'euros pour accompagner les projets de développement expérimental en agriculture par an. Donc une enveloppe significative sur l'accompagnement de la région sur les projets de développement expérimental, avec 3 orientations majeures, hein, de cet appel à projet. Donc c'est accélérer la transition agroécologique des systèmes agricoles,
Deuxième point, les besoins, enfin répondre aux besoins des agriculteurs et des attentes sociétales. Et troisième orientation, donc c'est l'expérimentation, enfin accompagner l'expérimentation collaborative, les démonstrations et l'essaimage des bonnes pratiques innovantes. On vous a présenté le nombre de dossiers que l'on a accompagnés au niveau région depuis 2019. Donc ça oscille entre 30 et 18 dossiers à peu près par an. Donc ça, c'est les projets soutenus. Certaines années, 100% des projets sont soutenus, d'autres années, moins de 100% des projets sont soutenus. C'est vraiment la qualité des projets et puis bien sûr la limite budgétaire. Tout d'abord, la qualité des projets qui fait qu'ils sont accompagnés ou pas. Donc après, on a détaillé sur la slide pour quel type de projet. Donc là, je vous invite à aller aussi sur le site web de la région où tous les détails sont présentés. Au niveau des dates, l'appel à projet est ouvert d'octobre à novembre, donc souvent voté suite à l'été, donc courant septembre à peu près pour une ouverture en octobre, avec une relève par an et des retours de la région auprès des porteurs de projets courant premier trimestre de l'année N+1. Vous avez sous les yeux les sélections des projets, mais je ne vais pas m'y attarder. Et au niveau des modalités de l'aide, donc nous sommes sur un taux de subvention régio à 40% maximum, avec un cumul possible jusqu'à 70% pour toutes les aides publiques confondues. Donc on autorise le cumul d'aides publiques, mais dans une limite de 70% pardon, de taux d'aide. Voilà rapidement pour l'appel à projet de développement expérimental. Alain Ferry, vous avez une question? Oui, c'était plus une remarque. Alain Fer à la station d'expérimentation Astrodor à Angers. Vous avez déjà dû avoir cette remarque par d'autres instituts techniques. Les 40% de financement est un taux vraiment très faible dans l'univers des appels à projets, qu'ils soient nationaux ou dans les autres régions françaises. Et ce qui fait que nous, par exemple, on a pris la décision de ne rien déposer en 2025 parce qu'on n'a pas l'autofinancement à côté, on n'a pas assez d'autofinancement pour couvrir les projets régionaux. On a tous les appels à projets réduisent soit les dépenses éligibles, soit le pourcentage d'aide, ce qui fait que ça devient de plus en plus compliqué. Et je trouve ça bête parce que cet appel à projet permet à notre station et donc à la filière locale de financer des choses qu'on n'arrive absolument pas à faire financer par ailleurs. Des essais où on n'a pas forcément, par exemple, les appels à projets CASDAR, il nous faut enfin, c'est extrêmement conseillé d'avoir des académiques à l'intérieur. Ici, on peut faire vraiment de la recherche appliquée sans avoir besoin d'académiques, vraiment faire du terrain de manière plus soutenue que dans d'autres appels à projets. Donc, il était bien complémentaire avec tous les autres projets OFB ou CASDAR. Et pour notre station, par problème budgétaire, hein, avec toutes les largesses de financement qui deviennent de plus en plus fines, nous, en tout cas, notre station a décidé de ne plus y déposer de dossier. Et voilà, moi, je trouve ça bête parce que c'était un dispositif qui était quand même intéressant pour certains types de travaux. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Merci pour ce retour. Oui, effectivement, nous avons déjà échangé sur les taux de financement. Bien sûr, hein, la région n'est pas isolée, hein, elle rencontre aussi des problèmes, enfin des restrictions budgétaires. Après, quand même, c'est une priorité au niveau de la région et l'innovation dans tous les secteurs du développement économique, y compris de l'agriculture. Donc c'est pour ça, malgré les coupes budgétaires qu'il y a eu au niveau de la région, l'appel à projet doté de 2 millions a été maintenu. Mais effectivement, on essaye aussi, enfin la volonté de la région, c'est d'accompagner un maximum de projets sur les filières d'élevage, les filières du végétal spécialisé, toutes les filières. Et donc maintenir ce taux-là nous permet d'accompagner un maximum de projets. Vous voyez, bon, il y a une certaine hétérogénéité sur les projets qui ont été retenus jusqu'à maintenant, mais nous sommes en moyenne à 20 projets, donc c'est plutôt une stabilisation. Et effectivement aussi, on maintient une agilité, une souplesse. Nous ne sommes pas très contraignants
voyez, avec des critères, intégrer des académiques ou autres, hein, contrairement à d'autres appels à projets, comme vous l'avez souligné. Mais en tout cas, c'est toucher un maximum d'acteurs régionaux au niveau de l'innovation et du développement expérimental en agriculture, d'où le maintien de ce taux à 40%, avec quand même un cumul possible, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les appels à projets, un cumul possible jusqu'à 70% d'aides publiques confondues. Donc ces orientations, effectivement, seront maintenues en tout cas pour le prochain appel à projet qui sera lancé d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres remarques sur cet appel à projet? Je ne vois pas de main levée, donc je pense qu'on peut continuer. Ouais, tout à fait, Nicolas. Donc, on vous a déjà parlé de la stratégie engagée pour nos éleveurs. Cette fois-ci, on voulait vous faire un petit point d'étape sur ce qui a été réalisé en 2025. Donc, pour mémoire, la stratégie a été votée en mars 2025 et nous nous étions engagés sur 5 actions prioritaires auxquelles d'autres actions sont venues compléter ces 5 actions prioritaires. Donc, pour 2025, ce qui a été mené sur la partie projection des besoins, donc l'idée étant de faire un état des lieux et puis mettre en perspective pour les années à venir l'adéquation entre l'offre agricole et les besoins de l'aval. Donc, l'état des lieux agricole a été mené fin 2025. On est en train de travailler par filière pour l'adéquation offre-besoin, ce travail étant piloté par la Chambre d'agriculture en partenariat étroit avec l'AREA, l'Association des industries agroalimentaires. Sur la partie acceptabilité des projets d'implantation de bâtiments, des projets sont en cours d'identification pour pouvoir avoir une action permettant de faciliter l'implantation de ces bâtiments. Sur AgriBoost Élevage, j'en parle pas plus parce qu'on a une diapo juste après pour revenir dessus. Sur la partie innovation, le projet ClimaVeg, donc deuxième phase, va être voté cette semaine. Il va être présenté au vote cette semaine. Pour rappel, ClimaVeg 1 est un méta-projet d'expérimentation, d'innovation sur l'adaptation au changement climatique, majoritairement pour les filières du végétal spécialisé. On a souhaité engager un ClimaVeg 2 qui sera majoritairement orienté vers l'élevage et donc en fait vers l'alimentation animale en particulier. En complément de ClimaVeg 2, on va également présenter au vote une expérimentation sur la télémédecine vétérinaire. Et le projet FermeAdapt 2, qui est le pendant de ClimaVeg 2, a été voté en novembre 2025. FermeAdapt allant expérimenter des solutions sur les bâtiments d'élevage, sur les animaux, sur la génétique, l'alimentation, donc directement sur les animaux. Et là aussi, on est sur l'adaptation en fait, des élevages au changement climatique. Dans les projets phares, on a également les fermes bas carbone, avec l'objectif atteint des 3000 fermes en bovins, avec des diagnostics finaux qui arrivent et donc aussi des résultats sur qu'est-ce qui a été économisé, stocké comme carbone sur les 5 ans de plan d'action des éleveurs, et un travail qui est en cours, notamment avec les filières volailles et porcs. Enfin, sur le volet formation, donc, on vous avait parlé du projet SAED, Souveraineté alimentaire et élevage de demain, qui est porté par le Campus des métiers et qualifications de Laval, en collaboration avec la Chambre d'agriculture, la DRAF et d'autres partenaires. La région venant aider au financement, aux investissements dans les exploitations des lycées agricoles. L'accord de consortium est en cours de finalisation. Et enfin, sur les autres actions complémentaires aux actions phares, la politique de la région, ici on cuisine en faveur de l'approvisionnement régional dans les cantines des lycées, progresse. On est à 5 pactes signés, les pactes étant des chartes d'engagement mutuel entre les fournisseurs des cantines et la région. Donc, des pactes qui vont permettre de faciliter et d'amplifier l'approvisionnement régional des lycées.
Une action sur les zones humides avec un démonstrateur en Brière, donc un plan d'action multipartenarial qui a été voté en décembre 2025 et donc qui va se mettre en œuvre à partir de 2026. Et enfin, un programme d'action annuel qui est mutualisé entre les interprofessions élevage et coordonné par la Chambre d'agriculture, qui porte notamment sur l'attractivité, sur la communication. Et en termes d'attractivité, c'est en particulier la présence mutuelle au Big Bang de l'emploi ou à des actions auprès des écoles, des scolaires, des lycées agricoles, etc. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, des compléments à apporter peut-être des partenaires engagés dans cette stratégie? Monsieur Tarlevé. Alors, on ne vous entend pas. Peut-être le temps que vous régliez le problème de micro. Olivier, si tu veux intervenir. Oui, merci. Je suppose que vous avez prévu de parler tout à l'heure des conférences de souveraineté alimentaire et ce qu'on va engager. Donc, je vais laisser vous laisser dérouler et j'y reviendrai. Mais se dire que ce travail autour de l'engagé pour nos éleveurs, finalement, c'est déjà un petit exemple de ce qu'on peut faire lorsqu'on prend en main l'enjeu des filières d'élevage en Pays de la Loire. Finalement, où on va s'appuyer à la fois sur de quoi on a besoin, de quoi les filières, et c'est pour ça qu'on a eu des contacts avec l'AREA, c'est pour ça que on a cette approche un peu, une approche globale de se dire de quoi on a besoin, de quoi nos filières ont besoin en production, mais aussi en innovation. Et là, on a l'accompagnement au changement climatique. Vous avez le côté acceptabilité. Voilà, donc on y reviendra peut-être, mais je trouve que là, on a une approche un peu générique qui a été faite autour de l'élevage, qu'on va pouvoir peut-être réfléchir dans les mois qui viennent pour d'autres filières et en tirer d'autres conséquences ensemble. Donc voilà, je voulais juste amener cet état d'esprit un petit peu en Pays de la Loire sur la façon dont on a pris l'élevage un peu en main ou en phare et se dire qu'on a aussi d'autres filières à emmener en Pays de la Loire. Merci beaucoup, Olivier. Monsieur Tarlevé, est-ce qu'on est bon sur le micro? C'est Martine qui prend le relais, peut-être? Non. Alors, Martine, peut-être, je vois que la main est levée, c'était... Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, très bien. Merci beaucoup. Oui, on a fait un petit réglage du micro. Oui, moi, je souhaitais intervenir parce que lors du dernier salon d'agriculture de la semaine dernière, nous avons rencontré un certain nombre d'institutions, notamment sur l'aviculture, sur aujourd'hui la problématique d'accessibilité sur la réglementation des projets d'implantation de bâtiments, où en étant vraiment sur les textes de loi. Parce qu'il y a une évolution qui est en cours sur les textes de loi, sur l'implantation des bâtiments, notamment en aviculture, mais également sur la production, sur les élevages laitiers. Alors, je pense que la DRAF est connectée et pourra peut-être répondre tout à l'heure à la question. Ça pose, quels que soient les départements français, même nigériens et mayennais, donc il y a des projets avicoles qui sont en cours et ça bloque certains projets sur l'évolution, notamment sur les permis de construire, les réglementations. Sinon, je vois je que peux Pierre répondre. Schwartz Pierre Schwartz est présent. Oui, merci Très bien. Pierre. Bonjour tout d'abord. Donc peut-être on prend la question de Lionel de la FR-CIVAM et puis après Pierre, on te laissera la parole pour répondre à Monsieur Tarlevé et puis aussi peut-être présenter aussi les conférences liées à la souveraineté alimentaire qui se dérouleront en région. Lionel.
Oui, bonjour. Donc Lionel Magnin de la FR Civam. Moi, je voulais intervenir par rapport au programme Fermadapte 2. Donc les Civam, en fait, ont participé pour certains au premier Fermadapte et j'avoue que je découvre l'existence d'un deuxième Fermadapte. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir des éléments par rapport à ce programme-là, parce que je pense à ma connaissance qu'il n'y a pas de CIVAM qui sont participants à ce deuxième programme. Alors, c'est en fait un complément à Fermadapte 1 pour couvrir les filières qui n'étaient pas dans Fermadapte, Donc, on l'a appelé Fermadapte 2 en parallèle à Climavège 2. Mais c'est vraiment un complément apporté. Au niveau des partenaires, alors je ne les ai pas forcément en tête. Je pense que tu pourras te rapprocher de Jennifer avec qui tu as l'habitude d'échanger et qui pourra te renseigner sur les partenaires. Ok, merci. Donc ça veut dire qu'on est plutôt hors élevage ruminant, alors. Ah oui, oui, tout à Ok. fait. Merci. Pierre, tu peux prendre la parole, je t'en prie. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Alors sur la question, il faut que là j'ai pas retrouvé précisément, il me semble qu'il y a un décret qui est paru effectivement il n'y a pas longtemps qui a modifié pour les élever en fait le seuil pour les ICPE, élevage, volaille et porc, voire bovin aussi, je me souviens plus exactement, mais je ferai une réponse qui pourrait être transmise aux participants. Plus précise. Et en tout cas, c'est un sujet également a priori de la loi d'urgence, donc qui a été annoncé par le Premier ministre au début de l'année, qui doit maintenant passer. Il est annoncé, ça fait partie des annonces qui ont été faites par la ministre et par le Premier ministre au moment du Salon de l'agriculture, qui est annoncé pour passer en Conseil des ministres début avril. Ça a été un peu décalé par rapport à l'annonce initiale, parce qu'il y a le sujet foncier qui se rajoute par rapport aux 3 thèmes qui ont été annoncés, devraient paraître dans la loi d'urgence, donc qui comprend 3 volets. Un volet moyen de production, un volet eau, avec beaucoup d'attentes évidemment de la profession par rapport à trouver un peu de souplesse dans la réglementation un peu compliquée pour faire des projets de stockage d'eau, qui a de l'actualité d'ailleurs, puisque le Conseil d'État est revenu sur une avancée qui avait été faite en 2024 hier, il me semble. Et puis le sujet prédation, voilà, mais qui nous concerne éventuellement un petit peu moins par rapport à d'autres régions bien plus impactées que nous par rapport à la prédation du loup. Donc ça, c'est par rapport à l'aspect réglementation, mais je reviendrai avec des réponses plus précises sur les évolutions qui ont déjà été actées. Je continue sur souveraineté. Oui. Donc, effectivement, donc la ministre, lors du Salon de l'agriculture, alors elle avait lancé l'événement à Rungis en décembre dernier, donc le lancement des travaux de la souveraineté alimentaire, qui se sont déroulés dans un premier temps au niveau national, avec des groupes qui ont été retenus avec un certain nombre de thématiques qui ont été examinées. Il y en a 7. Tout ça a été coordonné par Ludovic Spears. Et après, il y avait des présidents pour chaque thématique. Donc, les conclusions de ces travaux ont été rendues lors d'une conférence qui s'est tenue lors du Salon de l'agriculture le 24 février dernier. Tout est en ligne sur le site du ministère, à la fois un dossier de presse et puis les conclusions par groupe de travail. Et il va s'agir maintenant de décliner ces travaux au niveau régional. Il y a 3 exercices qui sont demandés. Il y a d'une part fiabiliser les données du niveau national, déterminer dans quelles conditions la région pourrait remplir une partie de ses objectifs, filière par filière, et faire remonter un certain nombre de projets concrets par filière
comment on se projette dans 10 ans en termes de production. Donc l'exercice est confié à un copilotage préfet de région, conseil régional, chambre d'agriculture des régions, qui sera secrétaire et animateur des groupes de travail régional. Tout ça va être lancé prochainement, donc le 24 mars prochain à 10 h. Vous pouvez d'ores et déjà noter la date. Vous recevrez bien sûr les uns et les autres. Je pense que l'ensemble des participants qui sont en ligne doivent être dans notre pré-liste de participants à cette réunion. Vous allez recevoir prochainement une invitation co-signée par les 3 copilotes de l'exercice. Voilà, à disposition si vous avez des questions. Très bien, merci beaucoup, Pierre. Anne-Laure Boudlestro, vous avez une question. Oui, Anne-Laure Boulestro-Boulet pour la Chambre d'agriculture. Je ne mets pas ma caméra parce que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'était pour apporter les informations réglementaires sur le dossier ICPE, IED que je suis. Donc effectivement, il y a eu un décret qui est paru au mois de février qui change les seuils installations classées pour les bovins, porcs, volailles. Et il y a également des choses pour les chiens dans ce décret. Ce qu'il faut retenir surtout de ce décret, c'est que les changements de seuil sont d'application immédiate pour les bovins. Donc effectivement, il y a un changement de seuil qui s'applique dès maintenant. Donc on passe de 150 à 200 vaches laitières pour le seuil bas enregistrement et le seuil haut déclaration du coup. Par contre, pour les porcs et les volailles, les seuils qui sont annoncés ne seront d'application que lorsque la directive IED sera applicable, donc à partir de 2030. Donc pas d'incidence pour l'instant du décret sur les seuils en porc et en volaille. Et pour le reste, c'est-à-dire ce qui est compris dans la loi DADU qu'a évoqué Monsieur Schwartz, effectivement, donc c'est passé au Sénat, Donc là, on attend une date. Enfin, j'en ai pas eu connaissance, en tout cas pour le vote à l'Assemblée. Et ce qui est très important pour nos filières d'élevage, c'est que ce projet de loi DADU prévoit une sortie de l'élevage de la réglementation installation classée telle qu'elle existe actuellement, avec la création d'une police environnementale spécifique pour l'élevage. Donc effectivement, beaucoup d'attentes autour de ce texte. Et pour les IED, on travaille d'arrache-pied pour apporter des éléments à la Commission européenne. Merci pour ces précisions. Et comme évoqué dans le cadre du Salon de l'agriculture par la présidente de région, il y aura une attention toute particulière justement à la concrétisation des projets sur l'ensemble des départements de la région. Pour vous répondre, Monsieur Tarlevé, effectivement, il y a beaucoup de contraintes. Il y a des projets soit de retenue d'eau, soit de construction de bâtiments. Donc, effectivement, c'est une attention toute particulière que la présidente de région souhaite porter et donc faire avancer ces sujets-là, bien sûr, en lien avec l'État et la Chambre régionale d'agriculture. S'il n'y a pas de questions complémentaires, peut-être un focus sur les prêts d'honneur que la région a mis en place. Donc, c'est les AgriBoost. Donc, ce sont des prêts d'honneur mis en place au niveau de la région, avec une déclinaison, donc vous voyez sur la partie gauche, donc l'AgriBoost 40+, donc il est orienté vers les agriculteurs qui souhaitent s'installer, mais qui ont plus de 40 ans. Donc pour être éligible, il faut avoir entre 41 et 48 ans. Donc c'est un dispositif qui est actif, donc au travers c'est un dispositif intermédiaire avec Initiative Pays de la Loire. Donc il faut que vous vous rapprochiez pour les candidats qui souhaiteraient bénéficier de ces prêts d'honneur AgriBoost 40+, il faudra se rapprocher des plateformes locales d'initiative. C'est un prêt qui peut s'élever jusqu'à 35 000 € et c'est un prêt à taux zéro. Les conditions, c'est ne pas être installé en agriculture, mais ça concerne toutes les filières, donc toutes les filières d'élevage et les filières du végétal, et au sens très large du terme. Tous les détails sont présents aussi sur le site internet de la région. Donc c'est un dispositif qui est déjà opérationnel depuis la fin de l'année 2025. Donc AgriBoost 40+. Une autre déclinaison est en cours de finalisation. Donc ça serait AgriBoost élevage,
Le vote pardon, de ce dispositif est prévu à la fin du mois d'avril. Donc, comme le titre le précise, donc s'il est vraiment orienté sur les systèmes d'élevage, très clairement. Les opérateurs de ce prêt d'honneur seront les banques. Donc, la région a lancé un appel à manifestation d'intérêt courant décembre pour savoir quelle banque était intéressée pour opérer ce dispositif. Donc, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole et la Banque Populaire Grand Ouest se sont positionnés comme partenaires du dispositif. Donc, nous allons justement conventionner avec ces 3 banques et les différentes caisses régionales qui concernent la région fin avril. Le prêt AgriBoost, ça sera un prêt maximum de 25 000 € avec un remboursement des intérêts par la région. Alors nous avons mis un plafond de prise en compte des intérêts à 3,5%. Bon, vu le contexte géopolitique, etc., les taux peuvent évoluer fortement. Donc en tout cas, la région prendra en compte 100% des frais bancaires jusqu'à 3,5%. Les conditions, là aussi, il ne faut pas être installé et donc aussi avoir la DJA, la dotation jeune agriculteur, avec la modulation élevage. À partir du moment où ces conditions-là sont respectées, la banque pourra attribuer ce prêt complémentaire à l'installation à hauteur de 25 000 €. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces dispositifs. Je ne vois pas de petites mains levées, donc peut-être peut enchaîner sur les points divers, Anne-Claire. Alors, en point divers, on en a identifié un qui concerne donc la programmation européenne après 2027, donc 2028-2034. Pour votre information, on a tenu un premier webinaire le 10 février avec les interprofessions, les syndicats et quelques partenaires organisations professionnelles agricoles. Un prochain se tiendra début juillet, l'idée étant de partager au mieux les informations sur le post-27 et de pouvoir construire ensemble ce que sera la future programmation. Pour votre information, donc pour ceux qui n'ont pas participé, qui n'étaient pas au webinaire, les régions, au travers de Régions de France, ont demandé au Premier ministre de maintenir le périmètre actuel d'intervention, donc c'est-à-dire les dispositifs agricoles que gèrent aujourd'hui les régions, les maintenir au niveau des régions au sein de chapitres régionaux. Donc voilà, de manière très synthétique sur ce sujet. Merci beaucoup Anne-Claire. Nous avons épuisé l'ordre du jour que nous avions prévu par rapport à ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des prises de parole? Olivier? Oui, bah, si je puis me permettre, je n'avais pas participé à l'introduction. Voilà, vous remercier pour ce webinaire. Je pense qu'on mesurera l'efficacité au nombre de dossiers. Je pense qu'y compris sur AgriBoost, ça répond par exemple à une demande où donc on pourra mesurer l'efficacité en discutant, revenir un tout petit peu sur les débats en ce moment au sujet de la souveraineté alimentaire. Je pense que j'avais pris la parole la dernière fois. Je le fais régulièrement pour dire que les Pays de la Loire, dans cette souveraineté alimentaire nationale, a un enjeu à y jouer, et y joue déjà, et que nos grandes régions de l'Ouest ont un réel atout à continuer à participer à cette souveraineté alimentaire, y compris dans ce contexte de changement climatique. On a besoin de réussir à s'adapter, on a besoin des différents décrets dont on a parlé tout à l'heure avec une évolution des seuils, avec une évolution peut-être des réglementations qui nous permettent de nous adapter, et ça peut être autour des sujets de l'eau, effectivement, mais une notion aussi d'acceptabilité. On voit bien aujourd'hui dans des débats qu'on voit un petit peu à droite à gauche que la notion de souveraineté alimentaire, quand il commence à manquer des œufs dans les étalages, c'est quand même un bon exemple de se dire que est-ce que c'est normal qu'on ne soit pas capable de produire les œufs dont on a besoin pour retrouver dans nos rayons, et si en France on met 3 ans à monter un poulailler pendant que nos voisins européens vont mettre 18 mois, eh bien les œufs français vont arriver trop tard sur le marché. Voilà, alors
c'est un exemple un peu spécifique, mais qui montre que dans les débats qu'on a en ce moment, que ce soit au niveau national ou avec la région dans cette ambition de conférence souveraineté alimentaire, il se joue aussi notre capacité à débloquer du projet et à repasser, au monde agricole que on a besoin de la production et on a besoin que nos fermes puissent s'adapter au changement climatique, s'adapter aux besoins des marchés. Et on a besoin d'un agroalimentaire aussi, qui lui aussi a besoin de place, a besoin d'eau, et qui contribue à la force économique de notre région. Donc tout ça, moi je le redis, ça se fera non pas en faisant du recul environnemental, mais en s'adaptant et en prenant l'enjeu environnemental, par exemple, dans l'ensemble des projets. Et c'est complètement intégré dans n'importe quel projet aujourd'hui, mais il va falloir qu'on ait aussi, et c'est le but de ce que l'on attend peut-être des conférences, c'est de se dire, eh bien, quelle est notre capacité à produire, quelles productions seront celles aussi de demain, et que collectivement, on mette toutes les chances de notre côté pour que les projets aboutissent dans cette région et qu'on ait le courage aussi de les supporter. Quand je dis ça, c'est que là, on voit bien les difficultés qu'on peut avoir, y compris des fois entre nous, à se dire que le projet du voisin, il est moins bon que le sien, ou il est placé à un endroit qui en dérange certains. Et je pense qu'on aura besoin de ce courage-là. Et je sais qu'avec la région, et pour avoir fait une partie aussi du salon avec Christelle Morcet notamment, et avoir rencontré un certain nombre d'élus des conseils départementaux et d'élus, y compris des chambres de région de France, eh bien, je ressens un enjeu commun, et je vois bien que la région de Pays de la Loire est plutôt en fer de lance là-dessus. Donc, merci pour ces différents échanges, la capacité d'adaptation, et puis et ça passera aussi par l'innovation, et vous l'avez dit dans votre appel à projet. Et là-dessus, on est plutôt une région aussi avec des capacités. Alors, il y a les réseaux des chambres qui font de l'innovation, mais la prise de parole tout à l'heure, c'était pas un réseau des chambres. On fait de l'innovation dans chacune de nos structures, et ça contribue à faire un tout. Et c'est ce qui fait le dynamisme des Pays de la Loire. Donc, merci pour ce webinaire. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que Pierre Schwartz, tu souhaites prendre la parole aussi, avant peut-être les mots de conclusion par Éric Touron? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci aussi pour ce webinaire. Très intéressant comme toujours. Peut-être quelques mots sur la PAC post-27 côté État. Où est-ce qu'on en est, puisqu'on a des informations de la DGPE qui, en fait, organise pour le compte du ministère les débats. Donc, on rentre dans une phase de réunion interministérielle, puisque, en fait, il ne vous a pas échappé que donc la PAC faisait maintenant l'objet d'un grand tout, d'un grand plan qui va concerner l'ensemble des fonds. Donc, il y a une question d'appropriation de cette nouvelle architecture des programmes européens. Puisqu'il y a un certain nombre de ministères d'ailleurs qui découvrent cette logique d'avoir une programmation pluriannuelle. Et évidemment, la question maintenant devient très interministérielle avec ce grand fonds unique qui va regrouper, y compris ce qui relève de la PAC, même s'il y a je dirais, des garde-fous, on appelle ça du ring fencing, en bon jargon européen, pour protéger quelque part les moyens financiers de la PAC. Côté MASA et côté DGPE, ils sont aussi en train d'organiser des bilatérales avec les organisations professionnelles agricoles pour entendre les positions par rapport aux propositions réglementaires qui ont été faites par la Commission européenne. Donc tout ça va commencer maintenant. Ça va être un peu du temps long parce que là, pour le coup, c'est quand même une réforme assez importante de la PAC qui est proposée par la Commission européenne. D'ailleurs, certains États membres s'inquiètent des délais de négociation et commencent déjà à demander une éventuelle période de transition pour poursuivre les dispositions réglementaires actuelles. Voilà, donc on verra comment tout ça va s'organiser, mais en tout cas, on commence effectivement à rentrer dans le cœur des négociations de la future PAC. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci beaucoup, Pierre.
Donc peut-être le mot de conclusion. Eh ben, Éric écoutez, Thoreau. oui. Donc merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire riche comme habituellement, et en remerciant plus particulièrement les services de la région, Frédéric, Anne-Claire, Stéphanie et les autres qui ont contribué à la richesse de ces échanges. Merci Monsieur Schwartz de vos propos éclairés sur la prochaine PAC, et puis Olivier, merci à toi de tes propos très imagés qui vont dans le sens de la politique que souhaite mener la région, à savoir l'innovation dans la complémentarité. Et je crois que c'est comme ça que nous arriverons à faire de notre agriculture une agriculture qui reste dynamique et qui va dans le bon sens pour affronter l'avenir. Merci à vous tous, et un prochain rendez-vous sera fixé vraisemblablement avant les congés d'été, Frédéric. Oui, oui, sûrement. Oui, oui, on calera ça. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, Au bonne revoir. journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée.